Salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 157 de Bits. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Et voilà. Salut la chatroom qui nous suit en direct pour ceux qui nous suivent en direct le mercredi soir. Sinon, vous laissez vos commentaires sur YouTube qu'on ne lira pas. Puisque vous en laissez pas. Non, mais c'est parce qu'ils en laissent pas. Si, il y en a eu un sur le dernier Bits. C'est vrai, il y en a eu. Justement, donnez-lui tort, floudez de commentaires. Allez-y. Voilà. Utile quand même. Ouais, oui, c'est mieux. À part dire, ouais, il est super beau ton iPad, ouais, il est super beau ton Dell, voilà quoi. Ça n'a pas d'intérêt ce genre de commentaires. Mais vous pouvez les laisser quand même, ça fait plaisir. Non, commentez les t-shirts. Non, voilà, les t-shirts. Ouais, moi, le Umbrella Academy, remarque, il y a la saison 2 qui sort Exactement, on est dans 2 jours. Et voilà. Rick and Morty, saison 4, parfait. Voilà, parfait. On parle de la 5 bientôt, c'est nickel. Mais évidemment, c'est pas du tout une émission sur les séries télé. Ni sur les t-shirts. Ni sur les t-shirts. Donc du coup, on va plutôt parler de high-tech ce soir. Avant de se lancer, juste toujours le petit rappel, tipeee.com/stdrenegade et Twitch Prime. Au passage, j'en profite pour dire que sur la boutique Utip, les mugs Beats sont de retour. Alléluia. Le retour. Je vais faire des t-shirts Beats aussi. Oh. Ouais. Corporate. Et il y a plein de nouveaux produits, des nouveaux t-shirts, des trucs à la con. Genre, j'ai fait un t-shirt, tu sais, Finisher Naruto Run, tu sais, Space Run, Area 51. Area 51, c'est voilà, c'est très con. Mais voilà. Bref, sur ce, c'était quoi refaire une garde-robe complète. Exactement. Bon, moi, je vous parlais tout de suite d'un chien aveugle, sans chien. Comment ça? Mais oui, ça s'appelle Teia. Alors, c'est un concept imaginé par un étudiant d'une université anglaise. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Mais bref, il a mis au point donc un truc qui s'appelle Teia. C'est un appareil. Ouais, désolé, je décale la table du coup, mais c'est un peu loin. Qui fonctionne en fait comme un chien guide robotique. Bon, en vrai, il n'est pas du tout robotique. Enfin, si, il y a une partie mobile, tu m'iras dedans. C'est ça. Hop. Je sais pas si j'arrive à l'afficher. Ouais, c'est ça. Alors, ça ressemble à. C'est pas un chien. Non, c'est pas un chien. En gros, l'idée, c'est que sèche-cheveux. Ouais, ou un pommeau de douche sans le. C'est ça, un pommeau de douche qui sera orienté bizarrement. Ouais. Bon, en fait, l'idée, c'est que vous avez une poignée. Vous tenez ça en fait comme une poignée une laisse de chien, quoi, en gros. Et vous avez devant, dans la partie noire, un lidar. Et oui. Et à l'intérieur de la partie ronde, vous avez un gyroscope. Et c'est quoi l'intérêt du gyroscope? Quand il y a un obstacle, il vous dit d'aller à gauche ou à droite en tirant à gauche ou à droite. Un retour de force. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée à quoi ça ressemble comme retour de force, pour ceux qui ont testé les Powerballs, oui, c'est exactement ça. Vous savez, les trucs qu'il faut faire tourner le plus vite possible comme ça. C'est ça. Et vous sentez au bout d'un moment la force de la boule qui tourne. La force centrifuge, voilà, c'est ça. En fait, ça tourne très vite à l'intérieur. Et en penchant d'un côté à droite, à gauche, ça va guider la personne aveugle. Ça va lui emmener la main vers la gauche pour aller vers la gauche ou vers la droite. Et là où ça va assez loin, c'est qu'en fait, il y a aussi une reconnaissance vocale dessus. C'est-à-dire que vous dites, je veux aller chez le coiffeur, par exemple. Bon, dans mon cas, dans ton cas, c'est pas adapté, mais ça pourrait être ça. Remarque, en étant aveugle, on pourrait croire qu'on a encore des cheveux. Regarde, ferme les yeux. Non, mais t'as le sens du toucher développé, tu l'as pas. C'est ça. Donc, le barbier, ouais. Tu dis, je vais aller chez le barbier. Et le truc te dit, ok, je vous emmène chez le barbier. Et en fait, tu le suis, tout simplement. Et le lidar va t'aider à éviter ce genre de choses. Il fait la cartographie complète, donc il est capable de détecter les trottoirs et ce genre de trucs. Il a un prototype, imprimé en 3D, tout ça. Enfin, il a fait tout un tas de trucs. Et il a fait tester. Et c'est pas mal, parce qu'en gros, l'appareil me communique la météo et ce genre de trucs que forcément les personnes aveugles ne voient pas forcément. Ça va de soi. Quand il pleut. Sauf quand il pleut, ils le sentent bien, ils l'entendent aussi. Quand il fait chaud, quand il fait froid aussi, quand même. Oui, mais voilà, mais si le sol est gelé, si tu vois, ça c'est des choses que tu peux pas détecter comme ça, quoi. Donc voilà, l'idée derrière ça, c'est de donner tout un tas d'informations, la densité du trafic aussi. C'est tout bête, hein, mais il est capable de te dire que sur l'itinéraire, on va traverser des routes qui actuellement sont très fréquentées ou pas, quoi. Tu vois, ça peut servir. C'est le Waze du. Bon, il aimerait qu'en fait l'appareil soit connecté même aux services qui font traverser les piétons. Oui, Oh là là, Boukani il a offert 20 abonnements à la chaîne. Eh bien, merci beaucoup à toi. Le all-in. Donc, merci à toi. Alors, le casque va faire que clignoter derrière moi. Et du coup, merci pour Clico, Keops, Shoma, Rusher et les autres. Ça fait beaucoup de participants pour le tirage au sort, du coup. Merci à toi. On est monté du coup à 185 abonnés. C'est énorme. Ah, et malheureusement, Roxy Juju est passée entre les mailles du filet. Elle n'a pas eu l'abonnement. Il en offre 20 et elle n'a pas eu. C'est pour le prochain. Dommage. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci Boukani.
Bon, mais ce concept est génial. C'est génial Très en bonne fait l'idée. Et là, il a déjà des partenaires pour lancer la fabrication et la commercialisation. Il a fait tester par des personnes malvoyantes qui ont adoré l'idée, vraiment. Et voilà, si le truc fonctionne, ça va pas mettre au chômage les chiens aveugles, mais en tout cas, ça va aider toute une population. Bah oui, mais Tu les vois bien pointer à Pôle emploi. Pointer là au bout du nez chez Pôle emploi. Non, mais surtout, en fait, ça fait faire même des économies globales qui sont monstrueuses parce que tu as cet objet-là qui, certes, va avoir un coût, mais que tu pourras aider à financer comme un chien guide finalement. C'est ça. Et ça coûte beaucoup moins cher en nourriture et en caresses. Exactement. Voilà. Ah, les caresses, mais bon. Il faut le recharger quand même. Mais... Bah ouais. Mais pas avec des croquettes. C'est ça. Il a complètement planté le casque, il est rouge maintenant. La PLS du casque. Donc voilà, l'idée est top, ça s'appelle Teia, donc, et je pense qu'on va en entendre parler dans les années qui viennent parce que c'est vraiment un super projet. Très bonne idée. Bon, dans la série mise à jour qui va bientôt arriver, Miam. je vais vous parler de Oxygen OS 11. Alors, ça me concerne pas trop, mais ça te concerne à toi. Bah oui. Ça concerne Chagara aussi, je ne sais pas si elle nous regarde. Mais il va y avoir une grosse mise à jour pour l'arrivée de Android 11 en fait, et surtout Oxygen OS 11. Oxygen OS, rappelons-le, c'est la l'OS version de bidouillé OnePlus. De OnePlus. Je mets des guillemets à bidouiller parce qu'en fait, il bidouille très très peu. Il rajoute des fonctionnalités sympathiques. Et parmi les choses qu'ils vont ajouter, surtout, c'est le Always On. Donc ça, c'était dans un tweet c'est Peter Chou, c'est ça, je crois, le dirigeant. Non, Peter Chou, c'est peut-être Xiaomi, je sais plus. Enfin bref, le chef de chez OnePlus qui en gros a tweeté cette image-là en disant 11 on display. Bon, voilà. Ça, en gros, ça voulait. Non, c'est Pitlo, c'est ça. Ah oui. Je cherchais son nom. Qui du coup a fait ce tweet-là. Et évidemment, ça laisse sous-entendre que le Always On sera là. Il faut savoir que ça sera valable pour tous les OnePlus disposant d'un écran OLED, c'est-à-dire à peu près tous les OnePlus depuis. Ouais. Le 5T peut-être il avait déjà, ou c'est le 6 seulement qu'il a inauguré? Non, ça date depuis plus longtemps que ça, je crois. Non, je crois pas que le 4, il me semble pas qu'il avait un OLED. Non. Peut-être à partir du 5 ou 5T. 3T. Le 3? Non, j'y crois pas. Dites-le nous dans les commentaires. Ouais, si vous arrivez à vous souvenir lequel c'était, mais il me semble que c'est pas si vieux que ça, je crois que c'est à partir du 6 ou du 5T. Mais bref, ça fait quand même déjà un petit moment, et tous ces appareils-là, du coup, vont bénéficier du Always On, donc vous pourrez avoir les icônes de notification en Always On, l'heure, des infos météo, ce genre de trucs. Donc on leur fait confiance pour trouver des idées là-dessus. Les écrans OLED, la particularité, c'est qu'en fait, les pixels qui sont pas allumés ne consomment pas. Donc c'est d'où l'intérêt... tu vois, voilà. Le 3V, mais pas le 3T. Il y avait un truc autour du 3 et 3T, je savais bien. Ok. Donc il n'y a que les pixels allumés du coup de l'écran qui consomment, et ça n'est possible que sur les écrans OLED. Parce que les autres LCD, ils sont rétroéclairés, donc tu es obligé d'allumer tout l'extérieur, tout le et ça consomme trop de batterie. De l'écran. Et là, ça règle évidemment ce problème-là. C'est incroyable, c'est merveilleux. Moi, j'adorais ça. J'avais ça sur un Nexus avant, et j'aimais bien. Ouais. Et je l'ai plus maintenant, et en fait... t'aimes beaucoup moins. Non, mais t'as la petite LED de... Ouais, j'ai la LED notif, mais j'ai surtout la montre en fait, et du coup, j'en ai plus besoin en fait. Et il y a le double tap qui le réveille assez rapidement, et du coup, tu vois vraiment, mais en fait, il y a le... On peut s'en passer, mais je peux comprendre qu'il y a un intérêt. Ouais, les gens l'attendaient, du coup, ils font plaisir, voilà. Mais il n'y a pas que ça, ils vont ajouter pas mal de choses. Fais-moi envie. Attends, il faut que je retrouve. Blablabla. Donc 5 fonctionnalités aussi. Donc il y a le mode zen. Oh. Voilà. Comme ça. Les dossiers pour le tiroir d'application. Ouais, ok. Bon. C'est pas indispensable. Un son qui signale quand ton téléphone est chargé. Ouais. Il y a déjà la diode de notification qui... Ouais, mais là, si c'est chargé, t'entends un petit ting et tu sais que tu dois le débrancher. Ouais. Pour éviter de le laisser brancher en permanence. Faut pas que ça sonne la nuit quand tu mets à recharger, c'est tout. Ok. Le lecteur d'empreintes pour protéger des photos de la galerie. Ça, c'est bien. Passer des photos en privé, et il faut le lecteur d'empreintes pour les déverrouiller. Mais ça, je crois qu'ils vont... Ce sera pas que sur Oxygen OS, hein. J'ai vu que ça va être mis ailleurs. Oui, mais là, ça va être mis à jour dans le prochain Oxygen OS. C'est juste ça. Et la date de sortie, normalement, entre août et septembre. Le 11? Non, ça serait marrant. Non, mais là, ça fait un peu trop vieux, tu vois. Donc non, je pense que ça va être... Normalement, c'est entre août et septembre, donc il vous reste en gros un mois et demi à patienter avant de bénéficier de la mise à jour. C'est cool quand même. En plus, ils maintiennent vraiment les smartphones jusqu'à très longtemps en arrière. C'est ce que j'allais dire. C'est Apple style, quoi. Exactement. Et franchement, ils font un super boulot. C'est pour ça que j'aimais bien OnePlus. C'est vraiment Apple style dans l'esprit, parce qu'il remonte hyper loin en arrière. Et il se calme un peu sur les hauts de gamme en revenant avec le OnePlus Nord dont on a parlé. Moi, j'aime bien ce Nord, franchement. Ouais. Et t'as vu, il y a peut-être une nouvelle modèle dans la gamme qui serait annoncée, on verra.
À voir. Mais c'est pas mal. Je trouve qu'ils reviennent à l'esprit des Nexus et des téléphones de ce style. Non, ça reste bon, dans la série, les bonnes nouvelles, et alors on s'attendait vraiment pas à celle-là, le pilote auto de Tesla chez d'autres constructeurs. Mais pourquoi ? Possiblement. Et alors, c'est annoncé par Elon Musk lui-même. Hein. Donc voilà. Ça, c'est bien sûr, tout ce qu'il annonce sort. Non, mais quand il parle de ce genre de truc, en gros, ce qu'il dit, c'est Tesla est ouvert à la possibilité de vendre sous licence des logiciels et de fournir des moteurs à transmission et des batteries. Ah oui, carrément, c'est la plateforme complète. C'est la plateforme complète. Tu mets juste ta peinture, en fait, ils ont la marque blanche. En fait, ils ont reconnu une chose, c'est que leurs voitures sont trop chères. Oui, et ils ont dit, elles sont beaucoup trop chères. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir un modèle moins cher. Parce qu'ils veulent peut-être rester sur le segment premium face aux Allemands. Mais par contre, dire, nous, on fournit les batteries, tout le train roulant, en gros, et une partie logicielle. Après, vous vous démerdez pour le reste. Et du coup, vous faites des voitures au prix que vous voulez. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le fait de proposer ça à d'autres constructeurs fait qu'ils auront plus de production et ils pourront faire des économies d'échelle. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Moins cher, en fait, de fabriquer des batteries. C'était dans son master plan, ça. Exactement. Ça a toujours été de partir sur des modèles premium et de monter en gamme, enfin de descendre en gamme et de monter en volume au fur et à mesure. Sauf que là, il arrive à un palier quand même. Donc demain, peut-être que vous aurez une Kia qui sera équipée de batteries. Tesla. By Tesla. By Tesla, tu vois, voilà. Et même la partie... Tesla et alors, la vraie question qui a été posée, du coup, c'est qu'il y a eu des commentaires en dessous. Hein. Et déjà, on demandait est-ce que, du coup, l'autopilote, ça fait partie des choses qu'on pourrait voir chez le constructeur. Et il a dit bien sûr. Il a répondu bien sûr. C'est malin. Voilà, quand il parle de logiciel, est-ce que vous parlez de l'autopilote ? Il a dit oui, bien sûr. Parle de tout. Et en gros, ce qu'il dit, c'est... nous, on veut démocratiser le zéro émission. Notre but, c'est pas d'écraser les concurrents. C'est de favoriser les énergies durables et renouvelables. Honnêtement, ils vont gagner un tel pognon en vendant des batteries, des châssis et du logiciel. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent bah, nous, on touche que nos clients Tesla. Mais il y a des gens qui sont attachés à une marque, genre Peugeot. T'es attaché à Peugeot, tu vas acheter que des Peugeot. Bon, on va fournir à Peugeot le matériel, comme ça, il y aura un peu de Tesla dans la Peugeot, quoi. Et leur objectif, c'est vraiment devenir producteur, du coup, de batteries, de trains roulants et tout ça, quoi. Non, c'est très malin. C'est pas idiot, en fait. Non, c'est très malin. Ils savent le faire. Donc, ils disent pourquoi est-ce qu'on le vendrait pas à d'autres. Donc, demain, il n'est pas exclu de voir un constructeur. Alors, j'avoue que des Toyota, Volkswagen, tu vois, ces gros groupes, j'ai un gros doute sur le fait qu'ils se jettent là-dedans. Par contre, il y a des constructeurs qui sont vraiment à la peine. On l'a vu avec tout le groupe Chrysler, Chrysler Fiat d'ailleurs, qui est obligé de racheter... dans le bilan carbone, il fait rentrer les ventes de je sais plus quel constructeur, c'est pas Tesla, mais je sais plus quel constructeur qui fait des véhicules électriques, pour avoir un bilan carbone qui soit pas trop négatif, pour pas avoir des amendes et des impôts supplémentaires à payer. Donc voilà, du coup c'est assez costaud. Et c'est Fiat, c'est le groupe Fiat Chrysler en fait. Ils ont été obligés de racheter, mais je sais plus à qui. Je crois qu'en fait je me demande si c'est pas Tesla. Ils rachètent à Tesla un truc, je crois. Pour diminuer leur bilan carbone, pour faire rentrer les chiffres de vente c'est une magouille monstrueuse. Mais toutes les entreprises peuvent faire ça pour racheter des parts vertes en fait. C'est ça, en gros ils donnent de l'argent à Tesla en disant non, nous on finance aussi ces voitures là, donc on paye pas l'amende. Tu vois, le truc est hyper détourné. Mais eux par exemple, ce serait clairement un groupe de ce style ils rachètent des crédits CO2 à Tesla. Donc ça serait évidemment le genre de groupe Fiat qui dirait oui, nous on veut des batteries, des trains roulants. De toute façon, on fait des Fiat Panda qu'on appelle Fiat 500, qu'on vend beaucoup plus cher pour gagner de l'argent. Bon, on n'est pas à ça près, quoi. Tu vois. Donc, bref, c'est vraiment... l'idée est pas bête. Voilà, l'idée est pas bête et en termes de business plan, c'est pas idiot. Après, ils ont aussi une avance technologique, faut pas se le nier, sur les autres constructeurs, pour l'instant. Les autres arrivent fort quand même. Hein. Volkswagen, ils sont costauds avec leur plateforme. BM aussi. BM, ils arrivent avec la série 5 qu'ils ont annoncé sortir bientôt en full électrique. Mais c'est surtout qu'ils ont le plus grand nombre de kilomètres roulés en autonomie. Donc en fait, ils ont un autopilote qui a de l'avance parce qu'il a du savoir, il a des données qu'il a amassées sur tout ce qu'il a pu rouler déjà avec les véhicules existants. Ouais. C'est là où ils ont une vraie carte à jouer. Eh oui. Ouais. Donc Fiat est en train de fusion avec PSA, Peugeot, Citroën, Opel, t'as oublié de rajouter, d'Herbe-Farois. Mais oui, effectivement. Bref, en tout cas, c'est bon move. Dans la série, les gens qui font des trucs intelligents, on va parler de AMD. Ouais. Le AMD Zen 4, 5 nanomètres. Alors ça. Pour 2021. Eux aussi, ils ont une sacrée avance. Alors qu'Intel vient d'annoncer, vous savez, nous, le 7, ça sera pour 2022. Oui. Le 7 nanomètres. C'est tellement dingue. Et là, tu te dis, what ?
Le 7 nanomètres, ça fait 3 ans que les autres l'ont, en fait, dont AMD, qui sont dessus, qu'ils ont commencé. Et Intel annonce encore pas avant 2022. Mais on sera en retard. Et du coup, AMD... ils ont viré le mec à la tête de... Je sais plus ce que c'est la tête de Head of Technology et je sais plus quoi. Enfin bref, il a été viré de chez Intel. Bah ouais. Donc bref, AMD s'en tient à son planning et ils disent nous c'est ok, hein, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Il dit que on est bien positionné, on est confronté à des clients qui sont très réceptifs, hein, c'est ce que dit la dirigeante d'AMD, hein, donc Lisa Su. Elle dit que tout va bien pour nous, ils ont une petite croissance mesurée à plus 26% par rapport à l'année dernière sur la même période. Voilà. Ils ont doublé. Tout va bien. Ils ont volontairement rien dit sur Intel. Ah non mais bien sûr. Et par contre ils ont doublé l'action a doublé en fait en un an. Oui, c'est ça. Tranquille. C'est juste monstrueux. Classe. Donc bref, pour cette année, on aura du Zen 3 et du RDNA 2. Alors RDNA 2, il faut savoir qu'en fait, c'est le chipset graphique. Hein. Ouais. Les puces graphiques. D'ailleurs, le RDNA 2 aura une particularité, c'est qu'il va être custom pour PS5 et Xbox Series X. Et oui. Voilà. Dès la fin de l'année. Donc voilà, avec ça s'appelle Big Navy, en fait, en gros, je crois, le nom. La plateforme complète. Ouais, c'est ça. Donc, bref, il se lance en fait face à Nvidia. La particularité du RDNA 2 aussi, c'est que ça gère le ray tracing. Voilà. Ça sera plus du tout l'exclusivité de Nvidia. Bon, Nvidia a quand même des choses sous le coude. Hein. Il y a les RTX 3000, la série 3000 qui devrait sortir fin août, début septembre. Donc, autant vous dire qu'ils vont pas se laisser dépasser. L'objectif du RDNA 2, c'est 4K ray tracing. C'est exactement ça. À mon avis, s'ils veulent se faire une place à AMD, en tout cas sur la partie carte graphique, il va falloir tirer les prix vers le bas, comme finalement ils l'ont fait pour le processeur avec Intel. Et ils ont les moyens de le faire. Il n'y a pas que ça, il y a une avance technologique sur d'autres trucs. Sur d'autres trucs. En particulier sur la communication avec la mémoire vive. Ouais. Ils sont en avance par rapport à Nvidia. Au début, c'est le contrôleur intégré dans le exactement, processeur. Et du coup, ça permet des débits monstrueusement énormes par rapport à ce que fait Nvidia. Et le nombre de cœurs aussi, c'est hallucinant. Enfin, le prix au nombre de cœurs, c'est... Honnêtement, on les imaginait pas là, AMD, pour tout vous dire. Maintenant, ils vont s'attaquer à Nvidia gentiment, hein, ils y vont tranquillement. Donc voilà, donc ils comptent beaucoup évidemment sur le Zen 3 et le RDNA 2 pour les Xbox Series X et les PS5, hein, ça va de soi. Et donc voilà, on voit un petit peu l'évolution de l'architecture. Hein. Donc en 2017, ils étaient à 14 et 12, hein, à peu près là où on était Intel cette année. Hein. Donc le Zen 2 était déjà passé à 7 nanomètres, pas de souci. Intel quand même. Mais... Oui, tout à fait. Là maintenant, fin d'année, on aura le Zen 3 qui reste sur du 7 nanomètres, pas besoin de forcer trop. Hein. C'est ça. Et le Zen 4 dès 2021 qui sera en 5 nanomètres. Hein, voilà, c'est juste incroyable. En fait, est-ce que ça veut dire qu'il serait pas plus judicieux d'attendre les Xbox One X Pro et les PS5 Pro qui seront du coup direct, ou pas Pro, hein, mais avec les deuxième vague qui seront en 5 nano. C'est ça. Bon, peut-être pas... Voilà, on n'en sait rien. Mais c'est juste monstrueux, en fait. C'est juste monstrueux. Alors du coup, ils en ont pas profité pour tacler Intel. Ils sont bons joueurs en se disant, bon... Nous, on a aussi connu ça, les gars, hein, vous inquiétez pas. On compatit. Vous êtes Intel, vous pouvez vous y faire. Mais en gros, là, Intel a fait une Nokia ou une BlackBerry, quoi. C'est, ils se sont dit, Nokia, AMD, c'est une très bonne comparaison. C'est bon, quoi. Ils ont fait une Nokia. Tout d'un coup, là, ils ont attrapé la maladie de Nokia en disant, ouais, bon... On a une telle avance. Que jamais AMD va nous doubler par la droite, c'est pas possible et tout. Ils n'ont pas vu arriver, maintenant ils sont en avance. Et ça c'est vraiment dommage pour eux. Ils se sont dit de toute façon dans la tête des gens Intel c'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus machin. Quand on a vu toutes les fuites processeurs, les patchs qui ont en plus ralenti les pros et tout, enfin laisse tomber. Il y a eu en fait une mauvaise passe pour eux. Et là techniquement ils sont à la ramasse. Et là c'est juste monstrueux en fait. Intel ils ont un avantage, c'est la puissance par cœur en fait. Sur un seul cœur, il reste plus performant, mais grâce aux optimisations notamment, mais qui sont aussi contrebalancées avec les failles, puisqu'en général ça vient avec des optimisations qui du coup laissent la porte ouverte à certaines failles. Et là maintenant qu'on les comble, forcément ça devient moins bien. On s'attendait pas à ça en fait. Sincèrement, on s'attendait pas à ce revirement aussi rapidement. Là, en quelques mois, on est passé de... Ouais, c'est ça, en quelques mois. Hein. En un an, la génération qui est arrivée là. Ouais, c'est ça. Les Ryzen et là, on s'est dit, putain, c'est terminé, en fait. Et alors, c'est pas terminé, parce que tu as encore la renommée de la marque Intel. Oui, bien sûr. Ils ont encore une génération à jouer. Mais là, quand tu vois le Zen 4 en 5 nanomètres, avec des processeurs... Ils ont commencé à dévoiler, tu sais, leur processeur série 3000 pour serveur, qui consomme que dalle. Qui consomme non seulement que dalle,
mais qui en plus arrive à être plus performant que les Xeon. Et là, tu te dis, putain, il va rester quoi à Intel en fait? Alors, faire attention, il y a aussi ARM qui arrive en Bien parallèle. sûr, bien Sur les serveurs, c'est en train de chambouler beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a vu que Intel a annoncé qu'ils allaient utiliser des fondeurs tiers pour leur chipset. Bah oui. Donc TMTC. Et là, forcément, voilà, il leur reste Apple. Et non, Cassim, il leur reste pas Apple, il leur reste plus rien en fait. Donc c'est dommage. Si, les yeux pour pleurer. TSMC. Hein. Oui, non, mais il disait TMTC, genre ça faisait TMTC. Toi-même, tu sais. Ah, ok. Voilà. Donc c'est ça en fait le truc. Il reste les smartphones Orange, non, même pas non plus. Tant qu'il y a 2 concurrents, ils ne mourront pas. Ouais. Non, il va pas mourir de suite. Après, il faut faire attention, c'est-à-dire que Intel a du retard. Par contre, la taille d'Intel et les revenus d'Intel comparé à AMD, c'est juste énorme. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc Intel. Oui, aujourd'hui, mais ça peut basculer en un an. Tu sais, Nokia se disait, on est tellement leader sur le marché, pas de souci. Franchement, la chute de Nokia, elle s'est faite en un an en fait. Un peu plus. Non, à partir de la sortie de l'iPhone 3G. C'est là que la chute a commencé. Moi, je l'ai vu sur les volumes de vente. Hein. Quand l'iPhone 3G, l'iPhone est sorti en France et dans le monde entier. Il y a eu du retard et après, il y a eu un enchaînement de mauvaises décisions. En fait, les ventes ont commencé à chuter tout de suite. Tout de suite. Avant que les courbes se croisent, il a fallu un moment. Il a fallu 2-3 ans. Mais les courbes se sont croisées très très vite en fait. Surtout, ils ont commencé à se faire dépasser par Samsung. Avant même Apple, c'est-à-dire que Samsung a opté la stratégie de je vais faire comme Apple, hein. Finalement c'est peut-être eux qui ont raison, genre rappelez-vous tous les procès qu'il y avait eu avec toute la série Galaxy, les premiers, oui, bien sûr, qui étaient un peu copiés, hein, ils l'avaient avoué eux-mêmes finalement, ils ont ramassé cher d'ailleurs en termes de procès, et Nokia disait mais le tactile, mais non en fait, ça ne marchera jamais. Et voilà. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à aujourd'hui. Nokia n'est plus qu'une marque posée sur des téléphones chinois en fait. Bon, là c'est pas tant un changement de technologie, plus que un retard pris en voulant éponger les technologies qu'on a déjà et l'avance qu'ils avaient déjà. Intel a tiré sur la corde. Ils ont tiré sur l'icord. Voilà, c'est ça. Bon. On va parler du CES justement, et parce que souvent c'est là qu'on annonce plein de nouveautés. Cette année, CES ou pas CES, ça sera un CES en ligne surtout. Voilà, seulement. Virtuel online. Ouais, Digital Event, c'est ce qu'ils disent. Ça va être marrant de voir comment ils vont le mettre en... alors là... Comment ça va être... Moi, je suis constructeur, je dis juste, ouais, t'inquiète, je vais faire ça sur ma plateforme, j'ai pas besoin d'être sur la plateforme du CES, quoi. En gros, ce qui va rester, honnêtement, bon, il y aura quelques partenaires, tout ça, mais quelle raison de donner de la thune à l'organisation si tu veux faire ta conf toi sur YouTube sans passer par eux. Ça dépend. Il y a beaucoup de constructeurs qui en plus n'annonçaient plus rien à ce moment-là parce que c'est pareil, ça correspondait plus à leur calendrier. Il va rester quoi? Il va rester les startups qui vont présenter leurs produits un peu innovants, machin. Mais non. Alors, moi j'ai un vrai problème. Les startups, j'y crois pas parce que pour les startups, ce qui était intéressant, c'était d'être groupé à un seul endroit et de bénéficier du réseau ou du fait que tu es dans un hall d'innovation et les gens passent. Journalistes venaient voir la dernière brosse à dents qui en même temps te massait les testicules ou je sais pas quoi, tu vois. C'était un peu ça, hein. Franchement, il y a des fois c'était vraiment ça. Je veux pas savoir. Non mais vraiment. Ne montre jamais une startup. Mais écoute, pourtant j'avais un concept là. Merde. Tony Glandil, c'est ça? Exactement, putain. Donc bref, il y avait vraiment des trucs parfois chelous. Je sais pas trop en fait ce qu'on va pouvoir faire au CES. J'ai un gros doute sur. S'ils arrivent à sauver un peu les plâtres en faisant payer un peu, mais j'y crois pas. Enfin, moi je vois pas comment. Parce que t'avais aussi tout l'aspect réseautage, c'est-à-dire qu'il y avait tout ce qui se passait dans le salon et tout ce qui se passait en dehors. C'est-à-dire qu'en dehors des présences sur les stands, t'avais beaucoup de réseautage qui se faisait, de mise en relation, des trucs. Et surtout toute la presse était là au même endroit. Donc du coup, ça te permettait de faire connaître ton produit, ta patate connectée, ton machin, c'était vraiment ça. T'avais pas que la presse, t'avais aussi les... Non mais tout le monde. T'avais t'avais des gens qui pouvaient investir dans ton projet et tout ça. Là, c'est fini. Risqueurs, t'avais les banques, t'avais plein de trucs qui pouvaient venir. Enfin, on parle pour les startups. Hein. Oui. Après, pour le consumer, pour le grand public, là, je pense qu'effectivement, t'as raison, ça va aller sur des diffusions individuellement. Comme on a eu pour le 3, en fait, pour les jeux vidéo, en fait. Hein, ça va être pareil, bien sûr, c'est fini ça. Honnêtement, j'ai un gros doute sur le fait d'avoir vu au CES, c'était vraiment utilisé. Honnêtement, la marque CES a perdu déjà de sa superbe depuis 2-3 ans. Parce que justement, avec tout un tas de polémiques et de problématiques globales, même la façon dont le salon était fait, le fait que ce soit plus vraiment dans l'air du temps, ça soit devenu le temple de la surconsommation technologique, enfin, il y a toute cette lame de fond écologique aussi,
sur laquelle ils n'ont pas su surfer, honnêtement. Ouais. Ils auraient pu faire un truc sur le CO, ouais, c'est ça, 90% des produits servent à rien, mais c'est vraiment ça en fait. Sur une remise de prix qui prennent en compte ce genre d'éléments et tout ça, ils l'ont pas fait. Ça fait vraiment vieux salon daté. On allait voir sa future machine à laver dans les années 80, quoi. Parce qu'au départ, c'était ça. Hein. Enfin, j'exagère, mais c'est presque ça. Son futur poste de télévision ou machin. Tu vois, je trouve que ça a une image maintenant qui est un peu datée. Ils n'ont pas su se réinventer. Et alors là, maintenant, à l'heure du Covid, pas trop le choix. En plus, faut pas oublier un détail, c'est que cette année, il y a certains exposants qui ont été contaminés aussi, à l'époque. Oui, l'année passée, celui de 2020. Voilà, c'était Covid-19 parce que fin 2019, faut se rappeler. Et donc forcément, il y a énormément de gens qui sont croisés. À l'époque, on en parlait à peine, juste vite fait les Chinois. Et encore, on a commencé à rapatrier les gens après le CES. Il y a eu des gens contaminés, ça a été un poil compliqué. Donc cette année, ils veulent pas prendre de risques, ce qui se comprend entièrement. Mais alors là, j'ai du mal à comprendre comment ils vont se réinventer. Tu vois, le Mobile World Congress a été complètement annulé. Là, on était en plein dedans, bien sûr. Enfin, ouais, on était en plein dedans, mais je vois pas comment le CES peut faire mieux que ça, en fait. C'est comme tous les autres salons professionnels. Regarde, le 3 a disparu. Enfin, on en parlait, en fait. On avait eu ce débat pendant le confinement avec Bertrand, je crois, dans un Beat, où on disait quel avenir pour les salons de ce style. Bah, l'avenir, il y en a pas, en fait. On vous mettra le lien là-bas. Ouais, c'est ça. Mais l'avenir, honnêtement, il n'y en a pas. À l'époque, on se posait la question du est-ce que ça digital, va ça. Imagine, faire venir des gens dans un putain de palace à Las Vegas, les constructeurs en disant mais vous êtes tous sur la même scène, vous passez tous sur la même scène, machin. Ils vont dire attends, d'habitude on a notre propre stand, on fait nos confs sur notre propre stand, qu'est-ce que tu vas nous dire de passer sur la même scène? Ça n'a aucun intérêt. Et quitte à faire les confs, Samsung va la faire chez lui ou je sais pas où. Ça dépend. Alors les grands, oui, parce qu'ils. Et puis ils le faisaient déjà. De toute façon, les grands, ils avaient déjà. Microsoft avait arrêté déjà. Mais oui, d'accord, bien sûr. Mais Apple aussi depuis très longtemps. Mais eux, ils avaient déjà la renommée suffisante pour dire que quand ils ont leurs propres événements, ils drainent suffisamment de monde. Bien sûr. L'intérêt de ces courses avant-là, c'est de de ramasser dans une traînée, de regrouper en fait l'effet d'annonce de plusieurs moyens, voire des petits, et qui bénéficient. Sinon, tu avais tout l'écosystème. Par exemple, sur Apple était jamais présent, mais tout l'écosystème Apple était là. Exactement. Tous les produits HomeKit, machin et tout ça, tout était là. Mais là, honnêtement, il y a même plus cette saison. Le truc qui va être différent, enfin qui va vraiment être un peu chiant, c'est qu'il y a plus cette saisonnalité. C'est chiant et pas chiant à la fois, mais c'est-à-dire que début 2020, tu voyais en gros tous les produits qui allaient sortir dans l'année. Ouais. Et ça, c'était intéressant. Mais là, en même temps, les constructeurs vont pouvoir dire, tu vois, Netatmo par exemple, c'était pressé pour annoncer des caméras, des machins, des trucs pour le CES. Bon, bah là, ils disent, bon, on n'est pas pressé par le CES puisqu'il y est plus. On le sort quand c'est prêt ou quand on a envie, quoi. Si on est prêt avant, on le saura avant. Si on est prêt après, on le saura après, quoi. Mais du coup, ça va complètement annihiler le catalogue, cette saisonnalité où début janvier, il y avait un gros boom d'annonces, puis après il y avait un gros creux. Même nous pour Beats, c'était compliqué en février, les news et tout. Hein. Mais là finalement, ça va aller ça sur toute l'année, c'est pas plus mal. Puis ils pourront très bien annoncer un produit, le vendre tout de suite après, en fait. Plus obligé de l'annoncer en début d'année et le sortir un jour dans le courant de l'année, quoi. Donc voilà. On verra. On verra bien. En tout cas, 2021 va complètement changer. Va annoncer ces changements-là, c'est clair. Allez, Garmin. Ah, Garmin. Ça, c'est énorme. Tu connais Garmin? C'est énorme. Garmin, elle a été ce magnifique, bien sûr, je vais en parler, oh, tout à putain. fait. Vécu à la maison, donc Garmin, ce fabricant de différents produits qui inclut des GPS de navigation, des électroniques portatives, dont des montres connectées pour alors en plus, ça fait pour les voitures, pour l'aviation, pour les bateaux, pour le fitness évidemment, et plein d'autres trucs. Donc en fait, ils ont un équipement très large. Garmin s'est fait cyber-attaquer. C'est ça. Et se fait rançonner, puisqu'ils se sont fait hacker des serveurs. Alors, pas toute leur IT, pas toute leur informatique, mais en gros, une grosse partie de leur infrastructure dédiée on va dire, au fitness et aux montres connectées pour les particuliers. Ils se sont fait attaquer par un ransomware, du coup, un rançongiciel, dit-on en français, qui s'appelle Wasted Locker. Voilà, tiens, j'ai même le siège de Garmin pour vous montrer comment ils ont des beaux bâtiments mais qui sont pas sécurisés pour autant. C'est ça. Mais le truc quand même, c'est que du coup, pour éviter que ça se propage, ils ont tout coupé, quoi. Ah bah évidemment. Ah non, bah là, pour le coup, ils ont bien réagi. Ils ont mis un peu de temps à communiquer. Débranchez la prise, Jean-Louis! Ils ont plutôt bien réagi. Donc le point de départ s'est fait a priori sur des serveurs à Taïwan. Donc ils estiment le départ de l'épidémie. Voilà, l'épicentre de l'impact là-bas. Et donc le rançongiciel, du coup, pour vous expliquer rapidement ce que c'est un programme du coup qui va s'installer sur les serveurs et qui va prendre chacun des fichiers disponibles et les chiffrer. Donc ça veut dire qu'il va les verrouiller par un mot de passe et vous n'y aurez plus accès.
Donc là, c'est une liste des fichiers sur une des machines. Donc on va Garmin Wested, du nom du rançon logiciel. Voilà. Du coup, ils sont verrouillés. Donc comme son nom l'indique, ce rançon logiciel, derrière ça, mais ces fichiers sont toujours là. Du coup, ils n'ont pas été supprimés. Ils sont juste non accessibles. Et pour avoir la clé, donne-moi du pognon. Pour avoir la clé, pour les déverrouiller, il faut contacter le pirate qui a réclamé la modique somme de 10 millions de dollars. Voilà. Je trouve pas ça. En fait, c'est bien fait parce que c'est ni trop ni pas assez. Du coup, c'est juste ce qu'il faut pour payer. Tu sais, t'as toujours une question quand tu demandes une rançon. Putain, 11 millions, mais ça va, on peut payer quoi. Voilà, c'est ça. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Ouais. Alors, donc, parmi les premières communications, du coup, il y a eu ça. Garmin qui dit on est désolé, on a un petit problème qui affecte nos serveurs. Tout ça. Rien, on va résoudre ça le plus vite possible. Donc Garmin.com et Garmin Connect. Donc Garmin Connect, c'est le service pour les montres connectées pour les particuliers qui fait toute la gamme des montres sportives, notamment. Et le site web qui va avec. Donc petite annonce, et après, évidemment, il y a eu l'annonce plus officielle. Désolé. On a de la maintenance, mais en fait, c'est plus que ça. Voilà, on a une attaque sur les serveurs. Ils vont détailler ça sur Twitter. Et ils ont trouvé parmi leurs serveurs des petits fichiers qui, évidemment, leur disent, eh bien voilà, si vous voulez récupérer vos données, t'as vu avec le Notepad++, Notepad 2, pardon. Ouais. Voilà, donc il y a une adresse mail à contacter avec la clé pour déchiffrer. Alors ça, c'est marrant parce que du coup, on est vraiment dans une attaque typique. Hein. On te donne un début de clé pour que tu puisses vérifier que ce quelques fichiers, tu arrives à déchiffrer et que c'est bien eux qui possèdent la clé pour te déchiffrer. Donc on est bien ceux qui ont la bonne clé. Envoie-nous de l'argent pour qu'on te donne le reste. Et voilà. Alors quel impact ça a eu? Eh bien en fait, ils ont qu'à juste leur donner rendez-vous. Oui, derrière on donne rendez-vous dans une petite ruelle sombre, on vous donne l'argent. Mais voilà. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc ils ont coupé tous les serveurs, évidemment, le temps de faire le ménage et de restaurer les sauvegardes. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait. Les services donc ont mis quelques jours à revenir, mais ça revient petit à petit. Là, aujourd'hui, du coup, le 29 juillet, les services sont revenus. A priori, le service Garmin Connect est restauré. Par contre, du coup, pendant cette période de temps, on s'est rendu compte que les montres étaient quand même très largement dépendantes de ces services-là. C'était pas une surprise, sauf pour les gens qui n'avaient pas encore compris le principe des montres connectées, c'est que n'étant pas connecté, tu peux pas faire grand-chose. Alors, c'était très variable suivant les montres. Tu avais des montres qui étaient encore plus ou moins fonctionnelles, au moins qu'il y avait un tracking local qui était encore activé, le GPS fonctionnait encore. C'était le cas des Forerunner. Du coup, la montre de ma compagne, qui est une Forerunner, avait quelques fonctions qui marchaient. Par contre, l'appli téléphone, que dalle. En PLS. Donc tu pouvais enregistrer tes parcours GPS sur ta montre, mais elle ne pouvait pas du coup les partager sur le téléphone et les sauvegarder dans le compte et puis avoir tous les stats, puisque tout ça c'était fait côté serveur. Et alors ça c'était encore le moins pire on va dire, mais il y avait des gammes de montres, notamment les haut de gamme, donc les Garmin Fenix qui sont les plus grosses, elles étaient complètement inaccessibles. Donc en fait le lancement du mode GPS mettait carrément la montre en PLS, donc elle était bloquée. Impossible de la faire sortir de ça. Même pas en la redémarrant, il fallait la reset complètement pour pouvoir récupérer une montre à minima fonctionnelle sans le tracking. Exactement, qui t'affiche l'heure, qui affiche les alarmes et les notifs de ton téléphone. Il faut revoir tout ça. Hein. C'est tout. Donc la Phoenix, qui est pourtant le haut de gamme, c'était un peu la loose. Voilà, donc une belle attaque. Mais voilà, ils s'en sont sortis a priori. Maintenant, affaire à suivre. En tout cas, moi, ça me perturbe pour une montre quand même. Hein. Ouais. De perdre la fonction d'une montre, qui est pourtant un appareil que tu as toujours sur toi, à minima pour regarder l'heure, ça fait un peu mal. C'est problématique. Ouais. Bon. News suivante. News suivante, je parlais de Spotify. Spotify qui est enfin compatible Chromecast sur PC, Mac et web. Alors c'est une fonctionnalité qui n'existait pas jusqu'à présent, il fallait passer par l'appli iOS ou Android. Hein. Et bien voilà, maintenant sur le PC, vous avez Google Cast, et donc vous pouvez l'envoyer sur Chromecast. C'est tout, pour le moment. Voilà, c'est sympa. Nouveauté en passant, la dernière mise à jour. Donc c'est plutôt que avant, il fallait se passer par Spotify Connect, machin. Enfin, bon. Oui, c'est vrai. C'est réglé. Ouais, c'est cool qu'ils aient fait cette petite mise au point. C'est cool. On va parler d'un véhicule électrique hors norme. Eh non, c'est pas celui auquel tu pensais. Si. Ah bon, ok. C'est le Xiaomi C30. Ouais. Un Solex. Mais c'est ça. Le voici, avec des pédales. Chinois. Avec des pédales. J'aime bien la couleur Le Mans à gauche. C'est le bleu ciel et orange. Ah ouais. C'est couleur Le Mans. Ah bah si, c'est couleur Le Mans. Hein. Voilà, avec son petit compteur électrique, vous voyez, la 22 km/h. Pourquoi 22? Parce que il ne va qu'à 25 km/h. Voilà. En termes d'autonomie, c'est pas non plus la joie. Hein. C'est 35 km, je crois qu'il est donné. Donc c'est pas terrible. Petit trajet. Hein. C'est en gros un super vélo à assistance électrique. Non, en vrai, il roule en autonome jusqu'à 25 km/h. Après, vous pouvez pédaler si besoin pour l'aider ou autre. Hein. Ça peut être pratique à pédaler parce que tu as l'air d'être un peu plus écarté qu'un vélo quand même. Ouais, bon. La batterie est amovible. Ça, c'est cool. Tu vois, hop, tu peux le lever. Okay. Enlever la batterie.
c'est quoi l'intérêt d'avoir une batterie amovible? C'est que si c'est trop lourd pour monter ça dans votre appartement en plein centre-ville, vous pouvez le laisser sur le trottoir. De toute façon, qui irait voler cet appareil? C'est le scooter Playmobil en fait. Voilà, bon. Mais vous pouvez enlever la batterie, en fait, est sous la selle. Et vous pouvez monter que la batterie. Elle pèse 6 kg. Donc c'est pas si lourd que ça. En fait, c'est moins lourd qu'un pack d'eau finalement. Ouais. Donc voilà. En parlant de pas si cher. Oui. À combien ce... Eh bien, figurez-vous qu'il est vendu 438 €. Même pour le lancement, il y a une offre à 365. C'est pas si cher. C'est le prix d'un smartphone. C'est le prix d'une trottinette. Plus Nord, ou d'un truc comme ça. C'est le prix d'une trottinette, sauf que là, vous êtes assis. Voilà. Donc si vous préférez pas la trottinette, vous préférez être assis, ça a l'air un peu plus sécure. Tu vois, la taille des pneus et tout. Oui, pour les aspérités de la route, ça a l'air un peu mieux. Suspension et tout, tu vois, te dis quand même, bon voilà. Si vous cherchez un peu de confort, c'est pas mal. Tu vois. Par contre, c'est vraiment d'appoint, hein, parce que ça va pas loin. Parfait pour les livreurs Domino's Pizza. Non, mais c'est ça, tu vois, pour les Uber Eats, machin, truc, voilà. Donc, c'est la C30. Alors, il existe toute une gamme chez Xiaomi, puisque la C30, en fait, c'est le dernier né, c'est le plus bas de gamme, mais ça monte, je crois, jusqu'à C80. Et ils ont toute une gamme, hein, C30, 40, 50, 60, 70, 80, je crois. Les performances sont un peu différentes. Donc, ils ont des moteurs un peu plus costauds, plus d'autonomie, ou ce genre de trucs. Ouais. Mais voilà. Oui, c'est sûr que si tu habites au 15e sans ascenseur, matin et soir, 6 kg, tu les sens, mon RT, mais en même temps, tu fais ton sport. Tiens, une petite innovation maintenant côté smartphone, le Gorilla Glass Victus. Donc là, je savais plus à quel... Tu te souviens à quel Gorilla Glass on en était? C'était 1, 2, 5, 6. Ah. On était au 6. Et là, donc, on passe au Victus, donc c'est pas le 7. Hein. Ils ont arrêté, ouais, c'est ça. C'est fini, ça. Justement. Donc, Corning, la maison qui fait ça, hein. Alors, il faut savoir que Apple a pris des parts dans Corning depuis déjà quelques années. Ils ont pris des parts dans Corning. Et là, en fait, c'est le nouveau matériel qui devrait équiper normalement l'iPhone 12 et déjà le Galaxy Note 20. Ouais, bientôt. Qui va être annoncé bientôt. Alors, l'idée, c'est déjà leaké. C'est que ce smartphone a la possibilité de faire de résister à des chutes qui sont plus costauds que l'ancienne génération. Alors, ils ont fait des tests à 2 mètres de haut, c'est 40 cm de plus que la génération actuelle avant qu'il casse. Ouais, c'est pas mal quand même. Et l'intérêt, en fait, c'est aussi qu'il est beaucoup plus résistant aux rayures. Et en général, c'est pas compatible. C'est-à-dire que plus le matériau est tendre, c'est-à-dire qu'il prend des rayures, plus il résiste au choc parce qu'il est capable de se déformer un peu. C'est ça. Et bien là, en fait, apparemment, il y a un gros gap entre la génération d'avant et celle-ci qui fait que le smartphone résiste plus et qu'en plus, il se raye moins. Donc voilà, c'est apparemment un gros saut technologique. Ils ont fait une annonce, c'est assez rare qu'ils fassent des grosses annonces comme ça. Ils ont dit qu'il y a un vrai saut technologique, donc on verra bien. En tout cas, ça devrait débarquer dès cette année. Et alors, le truc intéressant, c'est que ça coûte le même prix que le Gorilla Glass 6. Donc ça va pas coûter plus cher d'équiper ces smartphones avec. Ok. Voilà. Moi j'ai du mal à les croire encore, mais. Moi aussi, parce qu'à chaque fois. De crier au loup chaque année. Voilà, et chaque année, ton smartphone, il a son écran avec ses micro-rayures, tu vois. Ouais. Donc voilà. Bon. On revient chez Spotify. Ouais, on revient chez Spotify, c'est vrai que j'aurais dû les classer autrement. Mais Spotify et le podcast, il y a eu quelques petits chiffres suite au confinement et la pandémie de manière globale. Ouais. Alors il faut savoir que la consommation, merci pour le follow P2V2. Il faut savoir qu'en fait la consommation de podcast en fait a doublé. Alors c'est étonnant parce que la tendance était plutôt baissière chez nous, en France en tout cas. De manière globale, même Patrick l'a dit, hein, il y a eu moins d'écoute. Ouais, lui aussi, ouais, tout à fait. Mais aux États-Unis, en fait, elle a augmenté. Alors je ne sais pas pourquoi. Et de manière globale d'ailleurs, elle a augmenté. Et il faut savoir que maintenant, 21% des utilisateurs de Spotify écoutent des podcasts. Ah, j'avais un graphe, je ne l'ai pas mis, dommage. Et actuellement, ils sont à 299 000 d'utilisateurs actifs, bien presque 300 millions d'utilisateurs actifs sur Spotify. Et Spotify en général, pas que les podcasts. En général, non, en général. Et on a donc 21% des utilisateurs qui écoutent du podcast sur Spotify. Ils partent de loin, hein, parce qu'au départ, il n'y avait pas du tout de podcast. Ils l'ont ajouté récemment, finalement. Ouais, mais ça, c'est tellement bien amené. Mais bien sûr que ça a été hyper bien amené. Donc, ils vont améliorer la fonction, c'est ce qu'ils ont dit. Ils vont rajouter en particulier les podcasts vidéo, mais que pour une sélection de partenaires. Donc, tout le monde n'y aura pas droit. Donc, pour l'instant, vous n'aurez pas Beats en podcast sur Spotify. Malheureusement, mais peut-être un jour. Si vous avez le contact de quelqu'un chez Spotify, qui peut peut-être nous aider. Ouais, dites-lui de nous appeler. Bon, on va passer vite fait sur le VSS Unity, c'est Virgin Galactic. Le vaisseau, la vue intérieure, ils l'ont dévoilé aujourd'hui.
Donc voilà, ça ressemble à ça. Les sièges sont accrochés aux parois et pas au sol. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Yes, je vois ce que tu veux dire. Parfait pour passer aspirateur du coup. Exactement. Là, votre Roomba passe en dessous sans problème. Impeccable. Donc là, il vous montre une version avec un chargement à la place des places sur le côté. Parce qu'en fait, il est complètement modulaire. Ouh. Donc si par exemple tu as une mission scientifique, tu peux avoir des outils sur le côté plutôt que d'avoir les sièges. Voilà, plutôt sympathique. Bon, le billet est extrêmement cher, mais il y a une petite particularité. Alors tiens, tu vois les petits détails sur le siège avec l'écran tactile devant. Tu vois, enfin voilà. Hein, tu notes hein, l'évolution de la chauve-souris, le machin, l'avion, jusqu'au Virgin Galactic, l'évolution sur les avions. Trucs, ouais, effectivement, je vois. Voilà. Bon, alors il faut savoir qu'en fait, ça a été designé par Under Armour, tu sais, l'équipementier. Bien sûr. Et les fauteuils sont faits sur mesure pour la personne qui monte. Ils prennent tes mensurations et ils te font un fauteuil sur mesure pour quand tu montes. La combinaison aussi est sur mesure. Okay. Under Armour. Voilà le prix du billet. Tu peux l'emporter après le siège avec toi parce qu'il doit être tellement bien que... Peut-être que tu peux garder en souvenir le siège. Puisqu'ils le font pour toi. Ouais, en fait. J'aime bien ça. C'est énorme. Après, tu le mets dans ta voiture et t'es bien. Voilà. Donc, t'imagines? Non, un siège de bureau. Tu rajoutes des roulettes. C'est clair. Et hop, voilà, j'ai mon siège de bureau. Ah, fauteuil gamer là, hein, fais-moi les mains. Ouais, c'est exactement comme dans les F1 en fait. Voilà, c'est exactement comme dans les F1. Donc vous aurez votre siège sur mesure, combinaison sur mesure, faite par Under Armour, tout ça, machin. Donc voilà, c'était le petit truc. Et vous pouvez le visiter avec, si vous avez un casque type Vive et tout ça. Ils ont rendu ça disponible. En réalité virtuelle, vous pouvez vous promener dans la navette du coup sans souci. Génial. Bon, tu viens de parler de Gundam, toi. Ah oui, parce qu'on parle de tech. Attends, Twitch et le Covid, il est après. Ah, c'est après, ok. Doucement. Ah, j'ai un graphe. Ne t'énerve pas. Je vais vous parler un petit peu de Gundam Factory. J'ai cru que j'avais mis les chiffres de Spotify dans l'autre. Ah, en me trompant, mais non, en fait. Non. C'est pas grave. Alors du coup, je vous montre ça en vidéo, on va parler en même temps. Donc Gundam Factory, c'est quoi? C'est une usine qui se situe à Yokohama, donc petite ville aux côtières du Japon, qui avait lancé du coup ce projet fou de construire, alors c'était autour d'une attraction, un vrai Gundam, du coup, qui fait la taille de 18 mètres de haut quand même. Donc aux couleurs, donc Gundam qui est une série du coup de robots de combat, espace et tout ça. Mais oui, il est entièrement motorisé. Oh bordel! Il a donc. Il court pas très vite, je suis sûr. Non. Il va peser jusqu'à 25 tonnes, 25 tonnes à peu près. Il aura 24 degrés de liberté, donc il va bien bouger. Alors, donc là, il lui manque encore les mains et la tête. Ouais. Par contre, il commence à avoir des vrais mouvements qui vont. Il bouge la jambe. En fait, il va commencer à faire les mouvements de la marche, tu vois. Donc il est entièrement fonctionnel. Je sais pas si t'as vu la nacelle qui passait avec la taille des. On est vraiment sur un robot qui est juste énorme. Wow. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, donc ils ont fait donc il y a tout un travail d'ingénierie évidemment dessus, sur la mécanique et sur l'hydraulique pour les mouvements, mais il y a aussi un travail sur les matériaux pour arriver à faire un truc qui soit à la fois solide, résistant et surtout léger. Parce que évidemment, ça va peser énormément. Alors c'est surtout sur les mains, il y a un exemple qui a été pris. Chaque main du coup va peser à peu près 600 kg. Est-ce que Elon Musk peut l'envoyer dans l'espace? Ça serait terrible, t'imagines, ça serait énorme. Et là énorme. il a dit, vous inquiétez pas, je vais construire la Big Fucking Rocket 2. Il accroche dessus, tu sais, alors là, dans un autre truc. Donc voilà, 600 kg les mains. Alors initialement le projet était prévu pour un lancement fin 2020, octobre 2020, mais évidemment ça a été repoussé avec tout ça. Par contre, quand tu vois le truc et les mouvements, c'est juste énorme. Enfin, si tu vois le truc qui prend forme, alors c'est pas la première fois au Japon qu'ils ont des Gundam, il y en a déjà des statues en fait fixes qu'ils ont exposées à quelques endroits. Mais là, c'est un vrai parc autour de ça. Voilà, et qui va bouger. Allez-y, il y a un site qui est ouvert et qui vous détaille un petit peu ce projet-là. Projet complètement fou. Voilà, encore une fois, les Japonais. Ouais. Bon, je vous parlais de Twitch et le Covid. Tadam. Alors ça, nous, on a pu le mesurer, hein, pour le coup. Ouais, c'est clair. Plus 45% de trafic sur Twitch de manière globale à partir de la fin mars, avril, mai, juin. Hein, donc, et ça redescend maintenant. Et alors, un truc étonnant, depuis le mois de juin, il y a une catégorie qui a triplé son nombre d'heures de visionnage entre donc janvier et juin. Ah, faut que je devine? Ouais. Talk show? Non. Et là franchement, ASMR non plus, Just Chatting non plus. Lifestyle, Just Chatting. Non, mais c'est impossible. Just Chatting. Non. Je sais pas. Eh ben, en fait, c'est Travel and Outdoor. Ah mais oui, les gens... C'est juste un truc de malade. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens, en fait, se promènent et se filment en se promenant. Et du coup, cette catégorie-là a triplé son nombre de vues entre janvier et juin. Donc voilà. Et c'est à noter parce que c'est pas négligeable, en fait.
Ah mais c'est clair. Alors il y a eu pas mal de youtubeurs en fait qui se sont repliés sur Twitch, peut-être pour pour continuer à faire du contenu mais avec un niveau de qualité différent sans polluer leur chaîne, peut-être un truc comme ça. C'est ça. Et Cassim nous dit aussi dans la chatroom qu'il y a aussi l'effet Mixer qui a arrêté. Bien sûr. Microsoft a arrêté cette plateforme. Ouais, mais alors plus 45% mais sur Twitch, j'ai un gros doute. Je pense pas Facebook Gaming par contre a fait plus 75%. Parce qu'ils ont racheté Mixer, donc ils l'ont rentré dans leurs chiffres. Ah, c'est ça. Et eux, ils ont fait plus 75%. Donc c'est sûr que 10 plus 7, ça fait assez facile de faire... ça. Plus 45, nickel. C'est ça. Bon, on va en profiter. Alors, juste après nous, pour ceux qui nous suivent en direct, vous aurez Charlie sur Forza. Donc, on va lui rendre un petit hommage. On va vous parler de la Ford Mustang Mach-E 1400. Alors, est-ce qu'on la lance de suite en vidéo, comme ça on la commente en même temps? Alors, c'est la voiture qui fait... Vous allez entendre pendant à peu près 5 minutes. C'est exactement ça. C'est cette magnifique voiture-là. Voilà. Et donc là, elle fait... c'est vraiment ça. Donc, c'est une voiture électrique. Mais qui a pas le son. Une Mustang. Tant pis. Ah, mais vas-y, relance l'autre alors. C'était la 2. Vas-y, on va relancer. Voilà. Là, il y a le son. Là, vous avez le son. Ça fait... ouais, baisse un peu, ouais. Parce qu'effectivement, voilà. Donc, la Mach-E 1400. Alors, la Ford Mustang Mach-E, qu'est-ce que c'est? C'est un SUV. D'ailleurs, on va le voir en version route, tout ce qu'il y a de plus normal. Il est aussi en couleur Le Mans, d'ailleurs. Donc voilà, on a eu plein de pilotes emblématiques du drift, tout ça, machin, et aussi une ribambelle de Mustang. Avec voilà, toutes les Mustangs qui sont, enfin toutes les Ford d'ailleurs, Ford Mustang engagées dans différentes compétitions. Et au milieu, vous avez cette voiture électrique qui est juste incroyable, Weekend Block qu'on a vu tout à gauche. C'est que des Mustangs, évidemment. Donc là, j'adore le mode débridé. Allez, c'est parti. Et la tronche du rigole. Et il accélère, et alors là, laisse tomber. La vidéo est rigolote, ouais. C'est un truc de malade. Il les allume. C'est un truc de malade. Et alors là, mais là, le mec, on dirait qu'il est sur de la glace en fait. Il est sur une patinoire, hein, voilà. Donc là, vous avez le son en plus, vous entendez le bruit. C'est un truc de fou. Donc qu'est-ce qu'elle a cette voiture? Elle n'a pas un moteur électrique. Non. Ni 2, ni 3, ni 4. On se pourrait dire elle a 4 roues, 4 moteurs électriques. Non, elle en a 7. 7 moteurs électriques, c'est pour ça. Dans cette voiture. En gros, le cahier des charges, c'était pas compliqué. C'était... Il n'y a pas de limite. Faites ce que vous voulez. Vous mettez tout ce que vous pouvez mettre dans cette voiture-là. Éclatez-vous. Enfin, voilà, il y a zéro limite là-dessus. Faites-vous plaisir. Budget unlimited. Tout ce qui peut rentrer dans la voiture, c'est ça. Vous le mettez. Donc, ils l'ont fait. 7 moteurs électriques. Là où c'est ridicule, c'est au niveau de la batterie, c'est une 56 Wh machin. Sauf qu'en fait, c'est une batterie au nickel. Kilowattheure. Ouais, kilowattheure, pardon. Qui en fait, en gros, vous êtes très proche de ce que vous avez dans une Zoé aujourd'hui, ou un peu au-dessus de la Zoé, mais pas beaucoup plus. Hein. À choisir quand même, hein. À choisir, ouais. Bon, la différence, c'est qu'effectivement, en termes d'autonomie, c'est un peu comme les voitures électriques, tu sais. Quand tu avais une voiture électrique, tu jouais pendant 10 minutes et il fallait 6 heures à la recharger. Les voitures télécommandées. Ouais. Les voitures télécommandées, ouais. Bah là, c'est un peu ça en fait. c'est tout simplement une voiture qui, vu la vitesse, elle monte jusqu'à 250 km/h. Ils n'ont pas mesuré le 0 à 100 encore, pas le 0 à 60 miles du coup ils font. Ils l'ont pas encore mesuré, ils vont pas benchmarker comme ils disent, ils vont le faire. C'est juste incroyable. En fait, c'est une voiture avec zéro limite. Une petite batterie Tesla, on est bon. Ouais. Mais en fait, non, parce qu'il y a plus de place, il y a que des moteurs. Non. La technologie de batterie est très spéciale pour être déchargée le plus vite possible. Pour envoyer la puissance. Oui, parce qu'en fait, on est limité par. Ils étaient limités en fait par les batteries lithium-ion. Ça marche pas du tout en fait. Parce que elles sont pas capables de décharger assez vite. Elles chauffent beaucoup. Ouais. Elles chauffent beaucoup et tout ça. Donc voilà. Ouais, merci Chagara. Donc c'est 56,8 kWh. Voilà. Il faut savoir que c'est 75% de la capacité de la batterie de la version de série de la Mach-E, hein, parce que la Mach-E, elle est plutôt aux alentours de 80 ou un truc comme ça. Donc, il y a mon tic de studio, on l'entend de ouf. C'est vrai, ça fait le son. Voilà, là vous avez la version de série. Alors évidemment, on est plus sur le SUV à papy. Excellent, le mec avec son, le mec avec son casque. On est plus sur le SUV à papy. En gros, c'est une Model X. Ils font version... des donuts autour, ils s'amusent. Donc il avance gentiment. Et l'autre, je sais pas si tu vois les roues, mais c'est un truc de. À mon avis, les pneus, ouais. Non, mais le truc. Voilà, ils ont même sur place, je pense que. En fait, tu te dis une voiture électrique, c'est cool, ça pollue pas, ça fait pas de fumée. Bon, pas celle-là. En fait, c'est la fumée de pneus que tu vas te taper. C'est juste un truc de fou, quoi.
C'est juste un truc de fou. Donc c'est des batteries nickel, manganèse, cobalt, NMC. Donc c'est très spécifique. Elle est très proche à la carrosserie de la version de série que vous voyez à gauche, hein, de la Mach-E. C'est vrai, elle est un peu en gros, c'est quoi l'intérêt? C'était quoi l'intérêt en fait de faire cette voiture? L'intérêt de faire cette voiture, bah tiens, je vais vous montrer, j'ai des photos fixes du coup. L'intérêt en fait de faire cette voiture, notez bien le petit logo qui s'allume en bleu autour, hein, derrière. Ça c'est la petite touche Jackie Touch néon, voilà. C'est quoi l'intérêt de faire cette voiture? Bah en fait ils voulaient tester leur capacité à produire un véhicule hors norme électrique. Ils veulent peut-être se réengager en Formule E. Donc voilà. Ouais, mais Formule E, il y a de la distance à faire. C'est ça. Et il y a pas que ça. En fait, c'est que ils se disent tout ce qu'on va imaginer là dans un véhicule extrême va nous servir déjà à déterminer les limites de ce que l'on peut atteindre, comment est-ce qu'on peut optimiser certaines choses c'est une vitrine technologique exactement aussi. Pour ensuite déporter ça sur nos modèles de série. En fait, leur objectif c'est de faire une Ford Le Mans comme on en voit plein partout en électrique aussi. Donc c'est réutiliser en fait cette technologie de cette voiture qui est hors norme pour l'intégrer dans des voitures de série. On n'est pas sur l'espace F1 qui a été une F1 rentrée dans un espace. Qui n'a jamais été une voiture de série. Qui n'a jamais été une voiture de série. Seul exemplaire. Exactement. Là, l'objectif... Tiens, t'as vu un petit moustique qui est arrivé, là, ça y est. Il a entendu la voiture. Il a entendu la voiture, il a fait... Il s'est... Oh, maman. Donc, voilà. Bref, en tout cas, c'est une voiture complètement hors norme et c'est intéressant de voir ça aussi de temps en temps. Montrer que l'électrique, c'est pas uniquement des voitures à papy. Bon, sélection de la semaine. Je vous parlais rapidement de ceci. Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est une plaque noire. Ah, une plaque noire. Ah, on va la montrer de près alors. C'est une plaque noire, voilà, avec écrit Logi derrière, vous le voyez maintenant. Ah. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un clavier. Alors, j'en avais déjà parlé de son petit frère il y a quelques années, je crois dans un Geeking à l'époque. Il est ressorti dans une nouvelle version. Ouais. Attends. Souviens-toi. Ah, en plus, ça fait taper ta moustique, c'est parfait. Ça permet de chasser les moustiques aussi. Donc, en fait, c'est un clavier, c'est le Keys to Go. Voilà. Tadam! Wow. C'est beau ou pas? Son grand frère... Non. En fait, c'est le Keys to Go. Je l'ai déjà depuis quelques mois. C'est un clavier Bluetooth pour tout ce qui fonctionne sur iOS. Parfait, merci. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est iPhone, iPad, mais aussi Apple TV. Si vous cherchez un clavier pour votre télévision, pour saisir vos différents mots de passe, utiliser le moteur de recherche, tout ça, machin, vous pouvez, sachant que tous les boutons ici en haut fonctionnent sur l'Apple TV. Mettre play, pause, suivant, revenir au menu principal, enfin voilà, il y a plein de fonctionnalités. L'intérêt sur ça, alors ouais, taper sur ça, Mada Project, et figure-toi que c'est pas si mal. Donc là, tiens, tu vois, j'ai appuyé sur la touche menu, on voit vraiment que ça active absolument tout sur ma tablette. Donc, une particularité, c'est qu'il est protégé contre les projections d'eau. Ah, faisons un test du coup d'immersion. Allons-y. Renversons un café dessus. Non, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Mais en fait, on pourrait verser de l'eau et tout ça. T'as son petit frein en bleu clair à 40 €. Tout à fait. Et compatible iWatch, ça serait terrible. Tu la perds à ton ici, remarque, il faudrait essayer. Ici, vous avez donc un micro USB. Hein. C'est pas de l'USB-C, ça c'est un petit peu dommage. Ou même du Lightning, vu que c'est réservé à iOS, ça aurait pu mettre au moins du Lightning. Et vous avez un bouton de marche arrêt, si vous voulez l'arrêter. Il est donné pour faire en fait... Il est donné, putain c'est pas cher. Non. Il est donné pour 3 mois d'autonomie. Dans les faits, je crois que je l'ai rechargé une fois en 4 mois. Donc, et au bout de 4 mois. Et un truc qui est assez sympathique, c'est en fait la possibilité... Enfin, c'est la distance de touche quand tu appuies, tu sais. Les touches en fait s'enfoncent de 1,2 mm, donc tu sens vraiment un appui. Et tu sens d'ailleurs en dessous un mécanisme. T'as pas l'impression de taper. Ah, tu sens pas un mécanisme, tu sens la ventouse. Tu sens un mécanisme. Tu sens les ventouses comme t'as derrière les manettes en fait. Ouais, mais tu sens qu'en fait il se passe quelque chose de physique sur le clavier. C'est spongy, comment dire en anglais, c'est-à-dire que c'est caoutchouteux. Tu sens que c'est quand même caoutchouteux. C'est ça. Mais il y a une vraie sensation de frappe. Donc tu sais quand tu as appuyé sur la touche ou quand tu as pas appuyé. Et très honnêtement, moi je m'en suis servi pour faire de la prise de notes essentiellement en réunion. Comme j'ai pas d'ordi portable pour mon boulot, je me sers de mon iPad que je transporte partout. Alors je prends des notes manuscrites, mais le problème c'est que quand vous écrivez comme de la merde comme moi, des fois vous relisez pas. Là l'intérêt c'est qu'en fait avec ça, vous pouvez taper relativement vite. J'ai tapé des kilomètres de documents avec ça et ça marche hyper bien. Donc il y a un petit bouton pour vous indiquer le niveau de batterie. Donc là c'est vert, c'est toujours bon. Voilà. Quand ça devient rouge, c'est qu'il faut le charger. Vous avez un bouton, d'ailleurs si vous appuyez dessus, je vais le faire, hop, ça va verrouiller mon iPad. Si je rappuie dessus, ça le déverrouille. Il me dit visage trop éloigné, donc c'est bon. Donc voilà, honnêtement, c'est pas mal. Vous avez même le Alt Tab pour passer
d'app en app. Enfin, voilà quoi. Le truc est franchement bien fait. On est très proche de ce que vous avez finalement sur macOS. Vous avez même une touche pour appeler directement la recherche sur iOS 14. Donc, ouais, vous pouvez l'appeler directement. Tu peux faire aussi avec commande espace. C'est ça, vous faites commande espace, vous êtes habitué à Spotlight, vous pouvez le faire. Enfin, voilà. Honnêtement, c'est top. Tu peux appeler Siri, je sais pas, j'ai jamais essayé. Je sais pas quelle touche ce serait pour appeler Siri. Peut-être la touche menu, je sais pas. Non, même pas la touche menu, me ferme le truc. Mais bref, en tout cas, c'est un truc top. Vous pouvez régler l'éclairage de l'écran. Enfin, voilà. Si vous voulez pas dépenser 350 balles dans le clavier pour iPad Pro, en plus l'avantage c'est que vous pouvez le positionner où vous voulez et taper avec. Et alors, j'ai avec moi ma souris, mais je l'ai pas sorti, ma Magic Mouse. Mais en fait, vous pouvez mettre la souris et vous avez la souris qui fonctionne sur l'écran en fait. Et là, t'es top en productivité sur un iPad. C'est exactement. Donc il vaut pas 350 € Mada Project, pas du tout même. Alors Maryse, combien en fait, soldé, vous pouvez le trouver à 40 €. Et pas soldé sur le site de Logitech, plein pot, il est à 69 €. Donc l'achetez pas sur le site de Logitech. Il existe en plein de couleurs, y compris rose maintenant. Au départ, il existait qu'en noir. Au moment où je l'ai pris, maintenant il existe en rose, en bleu, en plein d'autres couleurs. Franchement, il est costaud. C'est un clavier qui est, il est hyper fin. Moi, je le glisse en fait dans mon sac sans problème, quoi. Je ne me pose pas de question de savoir si un liquide va se renverser dessus, ou vous le nettoyez avec un coup d'éponge, enfin, c'est hyper résistant. Donc en déplacement, si vous avez besoin de taper du texte ou autre, c'est vachement bien, quoi. Voilà. Par contre, compatible maintenant qu'avec iOS. Dommage. Les touches de fonction, ouais. Ouais, les touches de fonction. Je retourne sur la caméra principale. Merci. 180 grammes, j'ai pas dit le poids, donc franchement ça prend. Non, c'est très léger, ouais. Et voilà. Allez, un défaut, c'est que la batterie est pas changeable. Mais honnêtement, vu ce que ça consomme, vous en avez pour 10 ans largement en fait. Donc pas de miettes, rien dans le clavier, vous pouvez manger dessus. Enfin voilà, c'est pas de souci quoi. Et les touches font quand même 1,7 mm de large. C'est aussi large quasiment aussi large que les touches de ce clavier là, tu vois. Presque aussi large. Ce qui va changer, c'est l'espacement entre les touches. Ouais. Et encore. Pas tant que ça. C'est quand même un peu le petit, mais. Ouais. Alors, ça reste très largement accessible pour taper. Attention parce qu'il est connecté. Ouais, mais si je tape là, ça fait rien. Ouais, parce que je suis pas dans un champ de saisie. Quand si je fais ça, je suis dans un champ de saisie. Voilà. Je suis dans un champ de saisie. Ouais. Presque. Ah, c'est pas mal. Tu vois, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ça fait bizarre, mais. Ça fait bizarre, mais honnêtement, tu peux arriver à taper vite. Quoi. C'est vrai. C'est un clavier d'appoint. Vous n'allez pas bosser toute la journée avec. Mais honnêtement, si vous bossez pas mal sur iPad et de temps en temps vous avez besoin d'un clavier, c'est fait pour vous. Voilà. Allez. Merci pour ça. Pour nous retrouver sur les internets, Cédric Bonnet pour moi et Chris Kamikas pour toi. Voilà. Parfait. On rappelle rapidement tipeee.com/stdrenegade et Twitch Prime pour nous soutenir. Vous avez aussi la boutique Utip. Vous pouvez y aller. Il y a plein de nouveaux t-shirts, de nouveaux produits et tout ça. D'ailleurs, il y a des gens qui ont déjà commandé, j'ai vu tout à l'heure le t-shirt Finisher Space Run. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur la boutique. on aurait dû mettre la capture. Ouais, on le mettra la prochaine fois. Mais vous pouvez aller voir, il y a pas mal de nouveaux produits rigolos. Donc n'hésitez pas. Vous avez évidemment le mug Beat qui est de retour. Et puis sinon, pour plus d'infos sur tout ce que l'on fait, sur renegade.fr, vous allez voir Beat, vous allez voir plein d'autres émissions dessus, y compris l'agenda, pour savoir quand est-ce qu'on enregistre cette émission en direct. En général, le mercredi soir à 20h, ça va changer à la rentrée à 21h, mais voilà. Le lien a été partagé dans la chatroom pour ceux qui nous suivent en direct, donc c'est parfait. Et puis voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette émission. Tout de suite, pour ceux qui nous suivent en direct, Forza 4 avec Charlie. Pour les autres qui nous suivent en podcast, ça ne veut rien dire pour vous, mais c'est pas grave. Rendez-vous, du coup, je sais pas quand, la prochaine fois. Et puis voilà. Allez, ciao.